On peut dire que tous les tribunaux de traitement de la toxicomanie, donc les drug courts, ont à peu près la même philosophie de base, avec des variantes selon le contexte, évidemment. Mais on peut répertorier 3 éléments de base qui caractérisent les tribunaux de traitement de la toxicomanie. Le premier, c'est les tribunaux doivent effectuer un effort concerté pour briser le cycle de la criminalité, donc de la récidive criminelle et de la dépendance aux drogues. Et si je dis effort concerté, c'est parce que tous les programmes reposent sur l'implication d'une équipe multidisciplinaire. Et cette équipe-là s'investit tout au long du processus par lequel passe le contrevenant une fois qu'il est accepté dans le programme. Comme deuxième élément de base, les tribunaux de traitement de la toxicomanie doivent privilégier le traitement des délinquants toxicomanes en leur offrant une solution de rechange à l'incarcération. Cette solution de rechange à l'incarcération étant l'intégration à un programme de désintoxication. Bien sûr, cet accès-là à un traitement, cette décision-là qui est prise de l'envoyer en traitement, repose sur les éléments qui tiennent compte de l'intérêt de la société, mais aussi de la protection du public, puis de la victime ou des victimes en particulier. Comme troisième élément de base, les tribunaux de traitement de la toxicomanie doivent offrir une surveillance judiciaire au cours de laquelle le juge a un rôle de leader, mais un rôle de leader de concert avec l'équipe multidisciplinaire et qui interagit beaucoup avec le contrevenant. D'ailleurs, cette interaction entre le juge et le contrevenant, toutes les études le démontrent, c'est un des éléments clés de la réussite. Pourquoi? Parce que ça transmet le message au contrevenant ou aux participants au programme qu'une personne en autorité se soucie de lui et ou d'elle, évidemment, dépendamment des circonstances, et a un espoir sincère que la personne va réussir le programme. C'est toujours le même juge qui suit le contrevenant. Donc, c'est le juge l'accepte dans le programme et le suit tout au long jusqu'à temps qu'il y ait réussite ou encore quand il y a un échec. C'est ce même juge qui prononce la peine qu'il aurait eue s'il n'avait pas accédé au programme. Au courant des années 80, il y a énormément d'initiatives qui étaient prises par les avocats avec lesquels les juges étaient d'accord pour faire en sorte que quelqu'un qui était aux prises avec un problème de toxicomanie puisse intégrer une thérapie fermée. Et lorsque la thérapie était complétée, le juge était d'accord pour en tenir compte au moment de rendre sentence. Donc, les juges étaient déjà extrêmement motivés à faire en sorte que pour les personnes aux prises avec un problème de dépendance, qu'il y ait un traitement plutôt que l'incarcération. Pendant ces années-là aussi, s'est accru le problème de toxicomanie. De plus en plus de gens accusés étaient aux prises avec un problème de toxicomanie. D'ailleurs, c'est encore la situation. On parle de peut-être 50% des gens qui, peut-être même plus, qui ont des problèmes de toxicomanie quand ils passent ici à la chambre criminelle. Donc, les juges avaient tendance à privilégier le traitement plutôt que l'emprisonnement parce qu'ils étaient convaincus qu'un accusé qui a mis fin à son problème de dépendance, ou en tout cas qui a neutralisé cet aspect-là, va moins récidiver. Donc, à terme, ça va être meilleur pour la protection du public. Tout d'abord, bien entendu, il y a le désir de la part de l'accusé qui est détenu d'intégrer le programme. Le procureur de la poursuite regarde de quel crime il est accusé. Si ce sont des crimes donc pour lesquels, oui, il peut y avoir acceptation. Si ce sont des crimes de violence, par exemple, peu de chances qu'ils soient acceptés dans le programme. Mais donc, c'est du ressort du procureur de la poursuite à ce moment-là. Une fois que le procureur de la poursuite dit « ça va, il peut intégrer le programme », la personne se présente devant le juge
et plaide coupable aux accusations qui sont portées. Et par la suite, le juge lui donne la parole, lui demande pourquoi il veut intégrer, quelle est sa motivation. Le juge est déjà au courant de ce par quoi il est passé avant, ça fait combien d'années qu'il consomme, qu'est-ce qu'il consomme, drogue dure, est-ce qu'il a déjà fait des tentatives de suicide, enfin bref, ce qui apparaît dans l'IGT, l'indice de gravité de la toxicomanie. Alors, une fois que la personne est acceptée, elle s'en va en thérapie. Cette phase-là dure, grosso modo, 6 mois. Au bout de 6 mois, retour devant le juge, et là, c'est la phase de surveillance judiciaire qui commence. Ça peut durer environ 12 mois. Donc, cette personne-là est en liberté, commence déjà à mettre en œuvre le projet qu'elle avait préparé pendant son séjour en maison de thérapie. Retour aux études, travail, des fois, ils n'ont pas de carte d'assurance maladie, pas de carte d'assurance sociale, bref, se refaire. Les rencontres devant le juge se font toujours à la cour, le juge est âgé, il y a pas, ça se fait pas dans une salle de réunion, là. Ça demeure une démarche officielle, mais il y a un contact très privilégié qui s'est déjà établi avant, mais qui continue pendant la période de surveillance judiciaire. Une fois que tout s'est bien passé, qu'on est persuadé là, que monsieur, madame peut voler de ses propres ailes, le juge rend sentence. La sentence qui avait été prévue au départ en cas de réussite du programme. Il y a une remise d'un certificat de réussite et un petit jugement qui est remis également, comme quoi l'individu a réussi le programme et que le juge va entériner la suggestion qui sera faite par les 2 procureurs. Alors, c'est un moment très solennel et très émouvant. Alors, la première phase consiste en l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité par l'accusé. Alors, l'accusé doit reconnaître sa responsabilité vis-à-vis des faits. Préalablement, l'avocat de la défense et de la poursuite vont s'entendre sur les faits qui sont reconnus par l'accusé, qui reconnaîtra sa responsabilité vis-à-vis des actes commis, de sa responsabilité criminelle. Évidemment, on aura eu des discussions préalables avec l'avocat. L'avocat de la poursuite aura eu des discussions préalables avec l'avocat de la défense sur l'admissibilité du sujet, de l'accusé, à un tel programme. Et il y aura des conditions à respecter qu'on devra s'assurer qui ont été respectées avant que le plaidoyer de culpabilité soit engagé. Si, à la suite de la thérapie et de la réussite du programme de toxicomanie, l'accusé réussit, alors la sentence sera de beaucoup réduite. Alors, il y aura des discussions qui seront préalablement engagées entre les 2 parties. Également, en cas d'échec, parce que ça fait partie des possibilités. Alors, le premier intérêt est, selon nous, l'intérêt général du public, puisque un accusé qui aura suivi une thérapie avec succès aura moins de chances de récidiver et pourra plus facilement réintégrer la société. On évitera de le revoir dans le système judiciaire et pourra réintégrer une vie normale. On voit aussi un intérêt général que la personne reconnaisse sa responsabilité. Donc, on évite à ce moment-là des procès, des délais judiciaires, l'encombrement des tribunaux. On évite souvent à une victime d'avoir à venir témoigner et de subir le stress d'un procès.
Notre rôle comme avocat de la défense dans ce programme-là, c'est la facilitation de la circulation de l'information. Alors, c'est vraiment différent de notre rôle classique comme avocat de la défense. Alors, à chacune des étapes, on est présent, on est là pour accompagner notre client et bien sûr, d'apporter les éléments qui vont être qui vont démontrer que ça se passe bien pour notre client, les efforts qu'il a fait, où est-ce qu'il est rendu. Si on est dans la phase de surveillance judiciaire, on va, à l'étape où on doit se présenter devant le juge, on va rencontrer le procureur de la couronne, on va aussi en présence de l'agent de liaison, parce que c'est vraiment un travail de partenariat. On forme une équipe, on a tous le même objectif, hein, la réinsertion sociale du contrevenant qu'on a devant nous. Advenant un échec au programme, alors là, mon rôle d'avocat de la défense, on redevient dans un système adversaire et là, on plaidera la sentence au mérite. Dans quelques semaines, la phase 2 va être en application, c'est-à-dire que le programme sera ouvert aux personnes qui sont en liberté, alors que présentement, le programme est seulement ouvert aux personnes qui sont détenues. Alors, il faut que la personne soit détenue lorsqu'elle enregistre son plaidoyer de culpabilité. Si elle était remise en liberté, il n'y a plus de possibilité pour elle d'intégrer ce programme-là. Alors, sous peu, ça sera possible. Et là, ça va viser encore un plus grand bassin de personnes qui auront droit d'intégrer ce programme-là. L'outil principal que j'utilise s'appelle un IGT, soit l'indice de gravité en toxicomanie. C'est l'outil principal que j'utilise pour évaluer la consommation ainsi que plusieurs autres sphères qui sont nommées dans l'évaluation. Je fais une évaluation au niveau de la dépendance, donc avec l'IGT, et aussi une évaluation de la motivation de l'usager à faire un programme tel le PTTCQ. On va aussi évaluer la capacité de l'usager à faire une thérapie et à vouloir se soumettre à un programme d'une aussi longue durée avec beaucoup d'étapes qui demandent beaucoup d'implications. Ce ne sont pas tous les gens qu'on évalue qui sont adéquats pour le programme. En fait, faut que ce soit des gens qui quand même ont une capacité, qui n'ont pas une santé physique ou psychologique trop détériorée, si je peux me permettre ce terme, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'implications, beaucoup de démarches pour ce qui est du programme du PTTCQ. En fait, l'outil formel qu'on utilise, comme je vous disais, l'IGT, c'est un questionnaire, je vous dirais, il y a environ 200 questions, peut-être un petit peu plus. C'est sous forme vraiment de questionnaire. Moi, quand je rencontre des gens, c'est de leur expliquer que je viens évaluer avec eux leur motivation et à savoir si leur consommation et leur motivation nécessitent un programme comme nous, on peut offrir. C'est vraiment des données auto-révélées. Je leur explique qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, je suis assise devant eux directement en détention. Donc, je leur pose des questions et il faut qu'ils me répondent le plus honnêtement possible. Comme je répète souvent qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est des gens qui ont de la difficulté au niveau des dates, au niveau de la mémoire, au niveau de la consommation, les antécédents. C'est très difficile pour eux de se placer dans l'espace-temps. Donc, on y va de façon globale, puis on complète avec l'information que l'usager nous donne. C'est des questions qu'on pose, il y a différentes sphères. En fait, on va parler de la consommation, tant alcool que drogue, et toutes les autres sphères qui sont influencées par le problème de consommation. Donc, on parle des relations familiales, de la santé physique, la santé psychologique. On va parler... C'est très important de départager la santé physique et la santé psychologique. Ça, c'est difficile. Les gens associent beaucoup le mal de vivre, l'anxiété à des problèmes physiques, mais il faut vraiment savoir départager les deux. On va parler des antécédents au niveau de la justice, les relations interpersonnelles, au niveau de l'emploi. Donc, on a 6 sphères, mis à part la consommation, qu'on doit évaluer. Tout au long du questionnaire, c'est dans les 30 derniers jours, à savoir
à quel point les gens ont été préoccupés par leurs problèmes, exemple, de santé physique. Donc, je leur demande sur une échelle de 0 à 4, 4 étant le plus élevé, à savoir à quel point ils ont été préoccupés, inquiétés, perturbés par leurs problèmes de santé, s'il y en a eu. Et ensuite, c'est de savoir à quel niveau ces gens-là pensent avoir besoin d'aide supplémentaire pour régler ces problèmes-là. Donc, encore une fois, sur une échelle de 0 à 4. On fait ça tout au long du questionnaire. À chaque fois qu'on finit une section, on demande à l'usager de s'attribuer une cote, de la façon qu'on l'appelle, la cotation de l'usager. Et moi, ensuite, à la fin du questionnaire, ce que je vais faire, c'est attribuer des cotes de mon côté, mais en fonction des réponses de l'usager. Ça va nous permettre de savoir sur quoi il faut travailler. La consommation devrait être en premier plan. Les gens qui me répondent qu'il n'y a pas de problème de consommation, que c'est quelque chose qui n'est pas préoccupant pour eux, ne nécessite normalement pas une thérapie ou un programme. Par contre, on voit souvent qu'il y a des ennuis au niveau de la santé physique, au niveau de la santé psychologique, au niveau de la famille. C'est des gens qui n'ont pas de réseau nécessairement, qui sont à la rue. Donc, c'est des choses où il va falloir travailler au niveau de la réinsertion sociale. Donc, c'est de voir un peu l'importance sur quoi il va falloir travailler avec l'usager. Donc, ça dure environ 1h30, toujours en détention. Ce que je fais ensuite avec cette évaluation-là, je vais ressortir les points importants. Donc, ça va être un résumé que je vais remettre à la Cour. C'est le document qui est remis à la Cour qui va être lu par la défense, la couronne et par le juge. Donc, c'est de cette façon qu'eux vont apprendre à connaître l'usager. On va vraiment l'utiliser pour voir l'évolution de la personne tout au long du programme. À la fin du programme, pour réévaluer la personne qui a terminé le programme du PTTCQ, je vais utiliser un outil qui s'appelle aussi l'IGT, l'indice de gravité en toxicomanie, mais version abrégée. Donc, on va reprendre les mêmes sections. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est faire un portrait avant, après de la personne. Encore là, on va demander dans les 30 derniers jours. Des fois, en faisant l'évaluation, on réalise que les gens ont reconsommé de façon occasionnelle ou on était prêt à dire que c'était un succès ou le programme a été terminé, mais finalement, on peut malheureusement apprendre des choses lors de cette évaluation-là. Donc, théoriquement, c'est une évaluation abrégée qui devrait prendre environ 30 à 45 minutes dans notre cas, parce que les gens, normalement, vont bien, n'ont pas consommé depuis un certain temps, sont plus stables, sont médicamentés. Donc, c'est sûr que c'est pas le même contexte. C'est pas une évaluation qui est faite en détention non plus. C'est fait pour des gens qui sont en liberté. Donc, je les rencontre ici au Palais de justice encore une fois. Alors, ce que je vais faire encore une fois avec cette évaluation-là, je vais pas reproduire la cotation. Par contre, je vais faire un résumé encore là pour expliquer comment s'est passée la consommation et s'ensuit les autres sphères pour déterminer si le programme est terminé et si c'est une réussite. Le rôle de l'agent de liaison, c'est le point de chute de toute l'information qui est partagée entre les différents intervenants. Donc, mon rôle aussi, c'est de m'assurer que tous ces intervenants, donc procureur de la défense, de la couronne et la cour, soient informés des informations qui nous sont transmises. Ça va dès le début à la demande d'évaluation parce que ça se fait dans notre bureau. Donc, l'avocat de la défense vient faire la demande d'évaluation dans notre bureau. Donc, je suis dans chacune des étapes du programme. Et par rapport aux contrevenants, en fait, je suis présente à chacune des comparutions à la cour. Donc, je vais le voir de façon informelle et m'assurer, bien qu'on ait l'information de la maison de thérapie par le rapport et tout ça, un rapport qui est écrit, je vais voir le contrevenant pour voir un peu comment ça se passe, comment il va, est-ce que... On obtient aussi souvent de l'information de façon informelle, donc de s'enligner aussi pour la suite, le plan d'intervention, le plan de sortie et tout ça. Et pour chacune des comparutions, les besoins du contrevenant vont changer, donc plus il se rapproche de la fin, ça va être des demandes de référence, de ressources pour la réinsertion sociale. C'est un contact qui est informel, mais qui est constant et toujours présent. Il y a environ une quarantaine de dossiers actifs. Toujours donc une partie en thérapie fermée et une partie en surveillance judiciaire. Donc, les gens, ça bouge, mais c'est autour d'une quarantaine de dossiers qui sont actifs.
En fait, il y a toujours le transfert de l'information que j'ai obtenu des différents partis. Donc, les transmettre à ces intervenants-là aussi. Plus techniquement, je dirais, avec les avocats de la défense, c'est beaucoup de l'information sur le programme. Éduquer quel est le programme, c'est quoi le but visé, quels sont les critères d'admission, d'exclusion et tout ça. C'est aussi de discuter du dossier qui est en cours, donc de leur client qui est dans le programme. Qu'est-ce qu'on pense qui serait le mieux pour la suite et tout ça. Donc, faire des recommandations au plan clinique. Avec la couronne, on a un lien qui est plus privilégié parce qu'il y a quelques couronnes qui sont assignées au programme. Donc, on travaille de façon très, très proche avec certains procureurs de la couronne. C'est vraiment une discussion clinique sur le dossier. Pour chacune des comparutions, il y aura un échange qui est fait pour dire bien, quelle est la situation de ce contrevenant, qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite, quelles sont les références qu'on fera. Et le procureur de la couronne va transmettre ces informations-là à la cour. Comme je suis présente à chacune des comparutions, les juges ont aussi le loisir de me questionner. On est aussi en contact avec les juges de façon plus informelle qui vont venir nous visiter au bureau pour discuter de dossiers ou de questions, par exemple les maisons de réinsertion sociale, s'informer et tout ça. Donc, c'est aussi un contact qui est informel avec chacun de ces partenaires. Au plan médical, probablement que c'est la personne qui évalue ou fait référence, c'est Dollar Cormier et tout ça. On travaille toujours ensemble, donc c'est une étroite collaboration pour chacune des étapes. On discute des dossiers, on est présente chacune pour toutes les étapes. Et puis l'approbation, en fait, je fais aussi le lien avec mes collègues qui sont agents de probation pour ceux qui font le rapport présententiel à la fin. Donc, ça va de donner des informations, c'est quoi les attentes par rapport au rapport présententiel spécifique, quelles sont les attentes par rapport à la cour. Souvent, les agents de probation sont un peu plus insécures en disant, bon, on est habitué de faire un rapport présententiel, mais spécifiquement pour le programme, qu'est-ce que c'est? Ça ne diffère pas tellement, en fait, le principe est le même. Donc, puis, au-delà des informations techniques, il y a l'échange d'informations aussi par rapport aux contrevenants. Remettre les résultats des tests de dépistage qui seront inclus dans le rapport présententiel. Donc, on échange nos perceptions cliniques par rapport à cette personne-là. Parce que comme on a des rôles différents, bien, ce qu'on reçoit comme information, ça peut changer aussi. Donc, on échange nos perceptions, nos contacts avec, que ce soit la famille du contrevenant ou tout ça, parce qu'avec le temps, on finit par être en contact avec l'entourage du contrevenant. Donc, on échange l'information. Puis quand il y a des contradictions, bien, l'agent de probation peut se rasseoir avec le contrevenant en disant, bien, les informations ne sont pas exactement les mêmes. Peux-tu m'expliquer ce qu'il y en est et tout ça? Donc, en bout de ligne, le résultat, le rapport est plus près de la réalité, à mon avis, quand on échange nos informations. En fait, c'est la phase de mise à l'épreuve du contrevenant. Après la thérapie de 6 mois, il retourne à la cour et le juge modifie les conditions qui le remet en liberté. La période a 3 phases. La première qui est la mise à l'épreuve. Il doit apporter à la cour des preuves, des démarches qu'il fait, respecter les conditions spécifiques que la cour peut lui donner. En théorie, cette phase-là dure 4 mois. Dans la pratique, c'est beaucoup plus long et plusieurs contrevenants peuvent étirer la phase jusqu'à 18 mois. Le juge va rencontrer le contrevenant une fois par mois environ. L'agent de liaison lui demande de faire des tests de dépistage, c'est-à-dire qu'elle organise les tests de dépistage qui sont obligatoires dans cette phase-là. Et le contrevenant se présente à la cour pour rapporter ou faire preuve des démarches qu'il fait en surveillance judiciaire. Au moment opportun, le juge demande la confection d'un rapport présententiel qui est fait par le service de probation de Montréal. Ce rapport-là est remis à la Cour environ 3 mois après la demande et en même temps que l'IGT spécifique fait par le Centre Dollar Cormier. Et la dernière phase, c'est le prononcé de la peine.
après avoir pris connaissance du rapport, de l'IGT et du rapport présententiel, le juge prononce la peine. Dans la théorie du programme, le plan de sortie est fait dès que la personne arrive dans la thérapie parce que l'objectif, c'est vraiment la réinsertion sociale. Donc, dès le départ, on demande ou le programme exige que la personne déjà se prépare son retour dans la communauté pour la période de surveillance judiciaire. Le plan de sortie, il est formaté, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que dans chaque plan, l'information soit à peu près la même pour que la Cour puisse apprécier de manière égale la performance des contrevenants. Donc, dans le plan de sortie, il y a des objectifs, il y a des moyens, puis il y a des sphères, par exemple, travail, loisirs, consommation et fréquentation. Donc, la personne doit prendre le temps de remplir chacune des questions, puis d'édifier des moyens qu'elle pourra utiliser pour rencontrer les objectifs. On demande aussi à ce que la sortie comprenne de l'information très précise que l'agent de liaison peut vérifier ou que la Cour peut vérifier aussi, c'est-à-dire adresse, personne ressources, des choses très concrètes. Souvent, le contrevenant est dans une théorie de réinsertion sociale. Il va mettre des objectifs très vagues, mais le succès, c'est d'avoir un plan de sortie qui est réaliste, réalisable et vérifiable. La difficulté, c'est que c'est le maillon faible du programme. Il n'y a pas de prise en charge par la communauté. La personne, elle est remise dans la communauté. Ces personnes de référence sont l'agent de liaison, c'est-à-dire les deux personnes de terrain qui sont dans le local du programme, mais il n'y a pas de prise en charge légale de cette personne-là à ce moment-là. Au moment de la sentence, si elle reçoit une sentence de probation ou de surveillance avec sursis, elle est sous la responsabilité ou sous la surveillance d'un agent de probation. Mais pendant la période de surveillance judiciaire, avant le prononcé de la peine, elle n'a pas d'intervenant judiciaire ni d'intervenant dédié à elle. Et c'est un peu le maillon faible parce que les agents de terrain vont offrir des services à la demande du contrevenant. Si le contrevenant vient au local, pose des questions, téléphone, demande des références, on va l'encadrer, on va lui offrir des services, mais ou si on est devant quelqu'un qui a manifestement besoin de services ou qui est ouvert à en recevoir, les agents de terrain vont offrir les services. Mais le programme ne prévoit pas de prise en charge spécifique de ces personnes-là pendant la surveillance judiciaire, ce qui est un peu le maillon faible, ce qui est une préoccupation constante depuis que le programme est en place. On cherche des moyens pour assurer cette surveillance-là, mais pour le moment, disons que c'est pas quelque chose de très, très organisé. On sait qu'en France, il y a, par exemple, des centres où les personnes peuvent aller se rencontrer, peuvent aller se rapporter, alors qu'ici, c'est un modèle qui serait complexe parce que les contrevenants sont un peu partout éparpillés autour de l'île de Montréal. Ils sont dans les régions, ils habitent souvent près du centre de thérapie où ils ont fait leur thérapie. Donc, c'est difficile de les regrouper puis de les revoir dans un endroit spécifique, étant donné que la réinsertion sociale se fait dans les milieux qui ne sont pas nécessairement les milieux urbains et il n'y a pas dans le programme de professionnels ou d'intervenants dédiés pour cette partie-là du programme. Ce qui change, c'est le temps que l'on va consacrer à ces discussions plus personnalisées avec l'accusé. L'étape la plus importante, je dirais,
dans cette première rencontre que l'on fait avec l'accusé qui décide de plaider coupable, c'est l'étape de l'intégration. Et c'est là où le lien se tisse avec l'accusé, parce que c'est là où je lui demande pourquoi. Pourquoi, à ce moment-ci, il veut intégrer ce programme-là. On essaie d'aller au-delà, on essaie d'aller, quelles sont les motivations plus profondes que celle-là, qui est celle de dire, je veux peut-être m'éviter la prison. Et puis, je prends beaucoup de notes à ce moment-là, à cette première rencontre-là avec lui dans la salle de cours, et je les amène à me dire ce qu'ils souhaitent dans tout ça. Et je prends des notes, textuellement ce qu'ils me disent. Et tout au fil, parce que je vais les revoir souvent dans le cadre de ce programme, parfois, je les ramène à ce qu'ils m'ont dit. On les félicite beaucoup, mais ce que je souhaite davantage, c'est qu'eux me disent qu'ils sont fiers d'eux-mêmes. Alors, je leur demande, êtes-vous fiers de vous? Parce que ça part d'eux, tout ça. Lorsqu'ils sont accompagnés de leurs parents ou d'amis, j'interpelle la personne qui est dans la salle de cours, son parent, son ami, je dis, vous devez être fiers, vous aussi, hein? Ça va bien. Vous voyez comme il s'est transformé. Et souvent, ils sont transformés même physiquement, là. Leur regard n'est plus le même. Et je dis toujours la même chose parce que lorsqu'ils intègrent le programme, jusqu'à maintenant, ils sont détenus. Et lorsqu'ils reviennent, je leur dis toujours, la prochaine fois que vous allez revenir en salle de cours, ça va être par cette porte-là. Vous allez être en liberté et vous allez venir me dire comment ça a été. Il faut les sensibiliser au fait que ce ne sera pas facile. Et je leur dis d'avance. Alors, dites-vous que si des professionnels qui vous ont évalué pensent que vous êtes capable de passer au travers, dans ces moments difficiles, rappelez-vous ça et vous allez voir, ça va bien aller. La rechute, c'est malheureux, mais souvent, ça fait partie de la réussite. Alors, rares sont ceux qui n'ont pas rechuté. Lorsqu'il y a une rechute, j'apprécie toujours qu'eux me l'annoncent. Parce que déjà, c'est un pas dans la bonne direction. Et là, parfois, ils me disent, « Ouais, ben là, j'avais pas le numéro sous la main. » Très bien. Et aujourd'hui, il est où ce numéro sous la main? Ils m'expliquent eux-mêmes ce qu'ils feront la prochaine fois, si jamais les mêmes pièges se tendaient devant eux. Pour ce qui est de la récidive, là, on comprend qu'il s'agit d'une récidive au niveau d'un crime commis. Alors là, c'est autre chose. Et là, ça dépend du crime qui a été commis. Alors, est-ce une récidive au niveau du non-respect d'un couvre-feu? Dépassement de quelques minutes, on va le traiter d'une manière beaucoup plus souple. Si c'est une récidive au niveau d'un crime, un crime sérieux, à ce moment-là, la personne va revenir détenue devant moi. Lorsqu'il y a récidive, souvent, ça termine le programme. Et là, à ce moment-là, je dois rendre la peine. Nous avons été interpellés, notre équipe de recherche, par les promoteurs du PTT-CQ pour les accompagner dans l'implantation du programme en 2012. Nous les avons accompagnés tout au long de ce déploiement en monitorant différents aspects du programme, tant au niveau, par exemple, de la collaboration entre les différents partenaires, qu'au niveau des critères d'évaluation, des processus d'évaluation, mais également, donc quand je fais référence à l'évaluation, je parle de l'évaluation au regard de la dépendance des contrevenants admis au programme, admis ou non admis. On a aussi accompagné les promoteurs en lien avec l'arrimage du programme avec les différents secteurs
mais également, on a interrogé également des participants au programme pour voir leur satisfaction à l'égard du programme. On n'a pas fait une évaluation d'efficacité, parce que pour faire une évaluation d'efficacité, il faut que le programme soit mature. Je dirais qu'en 2017, le programme est mature, donc serait maintenant prêt pour une évaluation d'efficacité. Mais au moment où nous avons été interpellés, c'était vraiment pour les accompagner dans l'implantation. Le rapport a été publié en 2014, donc après 2 ans de fonctionnement du programme. On s'est rendu compte que, contrairement à d'autres tribunaux canadiens et nord-américains, les personnes qui participent au programme québécois ont des délits de nature plus grave qu'ailleurs en Amérique du Nord. C'est une des particularités. On a remarqué aussi que les taux d'attrition, le taux de complétion, je dirais, du programme c'est pas très élevé. Il y a différents facteurs qui, de notre point de vue, à l'équipe de recherche, peuvent expliquer cette situation-là, notamment le fait qu'au Québec, on est un endroit où on travaille beaucoup à la réinsertion sociale et où les sentences ne sont pas très élevées. Donc, le programme étant assez long, donc une période de 18 à 24 mois avant d'en faire complètement le tour, 6 mois à l'interne, plus le suivi en communauté par la suite, ça peut parfois être peut-être un peu décourageant pour certains participants qui, dès l'entrée, décident de ne pas continuer. Donc, ils sont évalués, seraient admissibles, choisissent de ne pas faire partie du programme pour cette raison-là. Et pour d'autres qui peuvent se décourager en cours de route. Mais évidemment que la longueur du programme, comparativement à la longueur de la sentence et de ce qui est à côté, comparativement ailleurs, aux États-Unis, par exemple, est peut-être un peu dissuasif en regard du maintien dans le programme. Nous, on pense que c'est pas tant qu'il faut revoir les critères d'admission au programme, mais peut-être plus les modalités thérapeutiques, les modalités internes du programme pour s'assurer que les participants au programme se maintiennent dans le temps et complètent. Il y avait toute la question aussi qui nous interpellait beaucoup des rechutes, de la prolongation du programme. Je pense qu'à ce chapitre-là, il y a eu des améliorations importantes. C'est-à-dire que maintenant, pour que quelqu'un soit prolongé, il faut qu'il ait commis quelque chose d'assez grave. Donc, c'est pas parce que on commet quelque chose à l'intérieur de la résidence du centre de traitement, par exemple, je vais dire quelque chose comme un petit vol ou on ne respecte pas une règle, qu'on va prolonger le programme pour cette personne-là. Donc, il y a eu quand même des ajustements parce qu'on sait que plus on prolonge le programme, plus on diminue les chances que la personne le complète et on diminue d'autant plus, du coup, en fait, le taux de succès au programme. C'est difficile de mesurer un effet récidive, non récidive. Si, par exemple, un délinquant récidive, mais dans un délit beaucoup moins grave, de mon point de vue de chercheuse, c'est un succès. Si le délinquant consommait de la cocaïne, plusieurs grammes par semaine, et maintenant cote à consommation, mais consomme du cannabis, pour moi, c'est un succès. Mais si on évalue by the book, consomme pas, récidive, non récidive, on va arriver avec des résultats qui vont être très mitigés, mais c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. Donc, au niveau psychosocial, au niveau de la santé, on doit porter une attention particulière à ce qu'on mesure, parce que ces programmes-là s'inscrivent décidément dans une perspective de réduction des méfaits. Et en réduction des méfaits, il faut voir les choses autrement et bien prendre le temps d'analyser la nature des résultats et non pas juste un résultat ou l'absence de résultat. On peut tirer plusieurs constatations et elles sont toutes positives, bien franchement. Tout d'abord, le partenariat entre les ministères de différentes cultures, parce que vous savez, c'est un partenariat. Quand on parle d'équipe multidisciplinaire, bien, il y a les gens terrain qui appartiennent à différents ministères, mais il y a aussi les hautes instances des ministères qui doivent être d'accord avec les initiatives qui sont prises et tout. Alors, ce partenariat-là, ça se maintient positivement dans le temps. Ça, c'est un facteur très, très, très important pour la réussite de ce programme-là. Il y a davantage d'uniformité également dans nos pratiques. Aussi, il y a une meilleure connaissance de la clientèle à laquelle on s'adresse, donc on peut mieux adapter la façon de répondre aux besoins. Il y a un raffinement dans nos façons de faire en fonction des besoins de la clientèle.
Ensuite, ben, c'est un programme qui est dynamique et puis qui poursuit son développement parce que la phase 2 entre en opération très, très, très bientôt. Ça fait longtemps qu'on en parle. Mais là, ça y est, ça entre en vigueur très bientôt sous forme de projet pilote parce qu'on ne sait pas exactement qui sera la clientèle de la phase 2. La phase 2 étant l'intégration des personnes qui sont en liberté plutôt que ceux qui sont détenus et qui s'en vont directement en thérapie fermée. Il y a aussi la stabilité de l'équipe terrain. Donc, les personnes qui s'occupent du centre de l'art Cormier, la probation, les procureurs de la poursuite, de la défense, ainsi que les juges, c'est la même équipe. C'est un atout majeur, ça. Donc, ce sont les mêmes personnes. Il y a 5 juges uniquement, donc uniquement 5 juges qui sont dédiés. Et puis, bien sûr, le nombre d'intégrations, on calcule environ 230 intégrations, 50 réussites. Et il faut se dire quel type de réussite, là. Ce sont des gens qui ont commis des crimes très sérieux et qui partent de très loin et qui finissent par être acceptés dans le programme, le suivre de façon intégrale, des fois avec des hauts et des bas, ça fait partie du programme, mais qui ont donc fini le programme à la satisfaction du tribunal et à leur satisfaction aussi, bien entendu.